donc eau et reuse. Donc la présentation qui m'était demandée, c'est de partir sur la cartographie, l'idée de la cartographie des consommations d'eau, qui est une prestation que nous réalisons à l'Adria avec des partenaires, un partenaire en particulier. Et l'idée, c'est d'identifier les gisements d'eau, de connaître leur consommation de façon précise et de savoir où économiser d'une part. Parce que la première chose, c'est plutôt que de recycler, c'est déjà d'économiser. Hein, recycler, ça coûte cher aussi. Donc déjà voir ce qu'on peut économiser et quels sont les gisements qui, par ailleurs, pourraient être effectivement recyclés. Dans ce cadre-là, on travaille avec un partenaire qui est Bineptune, hein, qui est basé du côté de La Rochelle, qui maîtrise ça très très bien, des circuits hydrauliques les circuits hydrauliques et la reuse et les STEP, hein, les stations d'épuration. Donc c'est son travail principal. Et donc on a développé un peu cette méthode qui est le premier pas un peu d'un système complet de reuse de l'eau. Alors, juste un peu d'introduction, je pense que vous le savez pour la plupart, la réglementation a évolué. C'est pas moi, c'est longtemps. La réglementation a évolué de façon très, très récente. Donc, le premier décret qui est très récent, mais ça a été très long à coucher. Hein, le premier décret 2024-33 sorti en janvier. Un deuxième n'a pas tardé à voir le jour puisqu'il est arrivé en juillet suite à un certain nombre de remontées des professions, hein, des professionnels par rapport à ce premier décret. Et il était suivi d'un arrêté de la même date, le 8 juillet 2024, qui lui décrit les limites de qualité pour chacune des eaux qui peuvent être potentiellement recyclées. Donc on a une évolution dans l'utilisation des recyclés dans certaines conditions. Donc les eaux recyclées issues des matières premières, les eaux de processus, on va les définir après, peuvent être utilisées comme ingrédients dans les denrées alimentaires finales, ce qui était moins le cas dans le premier décret. Et enfin, on a une circulation possible dans le même réseau, puisque le premier décret obligeait à différencier les réseaux d'eau ECDH et d'eau potable et d'eau recyclée. Donc ce qui amenait à des usines à gaz, c'est le cas de le dire, c'est des usines à eau, mais enfin bon voilà. Donc ça simplifie un petit peu les choses et donc aujourd'hui ça ouvre un peu plus la voie. Donc l'utilisation des eaux recyclées aujourd'hui elle est strictement encadrée hein, pour garantir bien sûr la sécurité sanitaire des aliments. Les entreprises doivent se conformer à des exigences qui sont assez strictes en production, et tout ça c'est décrit dans l'arrêté. Et les textes fixant les usages, les exigences de qualité et les outils de surveillance sont en place. Donc ces plans de maîtrise sanitaire, les PMS, l'étude HACCP des entreprises sont intégrés dans ces exigences et dans tout ce qui doit être décrit par l'entreprise à l'administration, hein, donc aux préfectures, que ce soit pour des déclarations de réutilisation d'eau de process par exemple, ou pour des demandes d'autorisation dans des cas d'eau de STEP. Ça, c'est le déroulé un petit peu. Vous voyez que les Varennes de l'eau en 2022 avaient lancé cette idée de pouvoir faire évoluer la réglementation sur l'utilisation des eaux recyclées. Hein, donc c'était lancé par Emmanuel Macron à cette époque-là. 2023, on a un plan d'action 53 mesures pour l'eau, volonté de lever les freins réglementaires. Et en janvier 2024, le premier décret sur l'utilisation de l'eau. Et enfin en juillet 2024, ce deuxième décret et l'arrêté qui ouvre le champ. Les eaux concernées, sur ce petit schéma-là, on a les eaux issues des matières premières. Donc les eaux issues des matières premières, ça peut être les eaux d'évaporation du lait, par exemple, hein, les eaux de vache, des choses comme ça. Ça peut être les eaux de processus recyclés, les eaux de lavage des fruits et légumes, par exemple, des eaux de traitement thermique direct ou indirect, enfin, on va en imaginer plusieurs. Et enfin, on a les eaux traitées, recyclées, donc qui passent à la station d'épuration et qui sont retraitées derrière la station d'épuration pour devenir des eaux recyclables. Donc ce n'est pas les eaux directement issues de la station, c'est des eaux qui ont forcément un traitement complémentaire pour pouvoir être utilisées dans ce cadre-là. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais ça, c'est les tableaux que vous trouvez dans l'arrêté, dans le Code de la santé publique, et ont été traduits dans le Code de la santé publique, l'article qui est là. Donc, toutes les exigences minimales de qualité sont décrites dans cet arrêté-là, en fonction du type d'eau et du type d'usage de l'eau que l'on peut faire. Donc là, on a un cadre qui est maintenant relativement précis, y compris pour les eaux traitées, usées, traitées, recyclées. D'accord ? Ceci étant, on n'a pas tout.
On n'a pas tout encore parce qu'il nous manque deux choses. Il nous manque l'instruction technique qui doit préciser les modalités de mise en œuvre. L'instruction technique, elle est produite par le ministère qui a la responsabilité de ces textes-là. L'instruction technique, elle va être envoyée à ceux qui vont être sur le terrain, faire le contrôle, qui doivent autoriser, qui doivent valider les demandes d'autorisation, les demandes de déclaration. Donc ça veut dire que les organismes publics, les DDPP notamment, mais aussi je trouve plus le nom, ça me reviendra, bref. Il y a les DDPP et puis il y a les agences, ceux qui contrôlent l'eau, je confonds toujours, comment? Les ARS. Alors il y a l'ARS pour la santé, pour le ministère de la Santé, mais c'est le troisième qui me manque. Comment? Le DREAL, voilà, merci. Voilà, il me manquait un acronyme. Donc eux, ils ont besoin de cette instruction technique. Et l'instruction technique elle devait sortir en juillet en même temps que les arrêtés. Elle devait sortir en septembre. On est le 20 novembre et il n'y a toujours pas. Donc en fait, quand on les interroge, localement, effectivement, nos services, délégués, ils n'ont pas d'instruction, donc ils attendent. Donc surtout, on ne va rien dire, on ne va rien faire. On attend que ça soit précisé. C'est un peu normal. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça peut aller beaucoup plus loin, des fois ça va beaucoup plus loin que le décret initial. Si certains ont travaillé ou certaines sur le guide de gestion des alertes, le guide de gestion des alertes, l'instruction technique c'est 100 pages. Si là on est sur la même chose, ça va prendre un petit peu de temps avant de comprendre tout ce qu'ils veulent. Et puis il nous manque les documents CERFA. Donc les documents CERFA sont les documents qui vont devoir être remplis par les industriels pour rédiger les demandes d'autorisation ou de déclaration. D'accord ? Déclaration, il n'y aura pas de CERFA, c'est juste envoyer oui, c'est vrai. Le plan de maîtrise. Oui, c'est le plan de PMS, oui. Mais bon, on a rien, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas très cadré encore, quoi. Il nous manque cet aspect. Mais oui, effectivement, demande d'autorisation. Oui, merci, Clotilde. Voilà, donc où on en est aujourd'hui. Alors, ceci étant, ça n'empêche pas de démarrer, et c'est ce que font un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, pour démarrer leur démarche de reuse de l'eau. Alors la démarche, ça consiste en quoi? Pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône, la première étape, c'est de faire la cartographie. Donc évaluer le gisement des économies d'eau possibles et le gisement d'eau réutilisable. Deuxième étape, il faut faire son projet. On a défini, on a telle quantité d'eau qui serait recyclable. On va définir quels sont les traitements qu'on va mettre en place. Ça, c'est pas nous. Adria ne sait pas faire ça. On a un certain nombre d'organismes traiteurs d'eau qui savent mener ça à bien, donc qui vont déployer des process, qui vont pouvoir, c'est souvent des combinaisons de process même, donc pour aboutir à la qualité qu'on a définie. Une fois qu'on a défini ce process, derrière, il va falloir mener effectivement ce PMS, l'étude HACCP, du process de retraitement. Là, c'est un domaine où nous, on peut accompagner, effectivement, on le fait, un accompagnement à la rédaction des dossiers, et puis derrière, il peut y avoir la qualification, effectivement, sanitaire de la reuse de l'eau, qualification de la propreté de l'eau. Alors aujourd'hui, donc j'arrive au sujet du jour, c'est la cartographie, donc c'est de ça aujourd'hui dont je vais parler rapidement sur les quelques minutes qui suivent. Donc, effectivement, pour savoir d'où on part, on a besoin de mesurer. Donc, on a besoin de données. Donc, le diagnostic sur la consommation, des consommations d'eau dans l'usine, c'est un prérequis et va permettre notamment d'optimiser ses besoins en eau. Ok, donc l'objectif de ça, effectivement, c'est faire l'inventaire de tous les postes de consommation, les quantités d'eau par usage, analyse des volumes qui sont mis en œuvre et voir où est-ce qu'on peut réduire, réutiliser, recycler ces eaux-là et estimer les gains potentiels avec des bilans et puis faire un peu des ROI, aussi des investissements nécessaires si on a des postes que l'on veut retraiter. Ça, c'est des choses qu'on mène déjà, que j'ai déjà menées aussi il y a quelques années dans le cadre notamment des arrêtés sécheresse. Je vous rappelez que là, cette année, il y a beaucoup plu, mais il y a 2-3 ans de ça, on avait des sécheresses un peu partout en France, et donc on a eu des arrêtés sécheresse préfectoraux, y compris en Bretagne et en Normandie, et donc des entreprises qui étaient obligées, effectivement, de faire cet inventaire-là et de proposer des plans d'action pour réduire leur consommation d'eau si ça se reproduit. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'était assez étonnant, c'était pas assez étonnant, finalement pas tant que ça, mais souvent les entreprises savaient ce qu'elles consommaient parce qu'elles ont une facture, donc voilà, une facture de leur fournisseur d'eau. Elles ont aussi un compteur quand elles font du forage, bon ça, voilà. Globalement, elles savent ce qu'elles utilisent, donc elles sont capables de dire j'utilise
5 litres d'eau pour 1 litre de lait, par exemple. Donc ça, à peu près. Par contre, par atelier, plus rien. Et alors si on descend au niveau de la machine, encore moins, évidemment. Et donc, alors je caricature volontairement, mais ceci étant, pas loin pour certaines entreprises, on n'était pas loin de ça. Donc il y avait vraiment des grosses lacunes en comptage, hein, on manquait de données. Hein. Et donc ça nécessite de faire des plans de comptage, des plans de mesurage et de dire bah, ici il faut un compteur, ici il faut un compteur. Si on n'a pas, on installe un débitmètre non intrusif à ultrasons par exemple sur la tuyauterie, etc. Donc ça nous permet de descendre très très finement au niveau de ces mesures. Donc on a toujours, en termes de méthode, cette phase-là de recueil de données, d'études préalables, on regarde ce qui existe, ce qui n'existe pas, on regarde ce qui manque, on regarde ça, on fait un plan de mesurage et on fait des mesures sur le terrain. Ces mesures sur le terrain, c'est pas en 2 jours, hein, c'est plutôt en 3 ou 4 semaines. Hein. Ça peut être des mesures qui sont très longues. Alors c'est du temps masqué, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est là pendant 3 semaines. On va poser un compteur, on va faire les relevés pendant 2-3 jours, on revient le poser ailleurs, enfin, etc. Puisqu'on ne va pas faire une mesure sur 1 heure, ça ne veut rien dire. Hein. Donc il faut vraiment avoir des données assez complètes. La phase 3, c'est l'étude et le calcul des résultats de ces mesures-là, la rédaction du rapport et éventuellement des préconisations qui vont avec. Donc on a une approche macrologique qui est donc l'analyse globale de l'existant, effectivement, cette définition du plan de mesurage, la mise en œuvre, et la cartographie. On a aussi une approche microbiologique, hein, c'est-à-dire qu'analyse de mesures de phase spécifique de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe à cette étape-là, et puis le rapprochement qui peut se faire avec les cycles de production, notamment quand on a des cycles de NEP, hein, on regarde un peu ce que ça donne et quelles sont l'évolution des résultats, et puis le traitement des données, et enfin donc, toute approche des 3R classique. Exemple de cartographie. Voilà un exemple de cartographie, c'est un cas réel. Hein. On prenait une usine, on a l'arrivée d'eau de ville, on a la centrale de chlore, on a le compteur général qui nous dit on a consommé tout ça. Hein. Et puis on a le process 1, le process 2, le conditionnement, je ne détaille pas, lequel, l'énergie. Et on peut descendre au niveau de chacune des machines pour dire, là c'est une usine laitière, hein, une écrémeuse à crème, elle consomme tant, un échangeur de crème, une pousse à l'eau, ça consomme tant, etc., etc. Donc on descend vraiment sur tout le détail de ces process-là. Et ça peut être assez intéressant parce que rien que le niveau là, je vous ai donné un exemple ici, sur une eau de refroidissement, des garnitures de pompe. Une pompe, ça tourne, c'est un axe avec des étanchéités, ça chauffe. Donc il faut les refroidir. Donc on arrose en permanence ces garnitures de pompe. Pour chacune des pompes, il y a des recommandations, il y a une fiche technique. Hein, le fournisseur, le fabricant dit bah, ma pompe, il faut qu'elle tourne, il faut lui envoyer X litres par minute. Voilà. En l'occurrence, on avait une pompe avec une recommandation à 0,5 litres minute. On mesure 3,5 litres minute. Rien que ça, 3 fois par 60 pour l'avoir en heure, par 24 pour avoir la consommation journalière, par 300, à peu près le temps de fonctionnement de l'usine, 1300 mètres cubes. Une pompe. Alors, vous allez me dire, le directeur financier va me dire, bah, 1300 mètres cubes, ça me fait 1300 €, quoi. En gros, j'en ai rien à faire. C'est vrai, c'est pas cher l'eau, mais c'est pas ça le problème ici. Et après, c'est une pompe. Quand on a 50 ou 100 dans l'usine, vous voyez un peu, ça va vite. Voilà, donc c'est pour montrer qu'on peut vraiment aller dans le détail, quoi, de ce genre de choses. Deuxième point, bah, c'est après recycler les eaux. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme recyclage des eaux? On va le prélever des eaux de dernier rinçage pour les NEP, ça existe depuis longtemps. Alors ça existe depuis longtemps, mais faire du prélavage avec les eaux de dernier rinçage, parfois l'administration a découvert qu'on faisait ça depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans dans l'industrie. Ils ne savaient pas. Ah bon, on fait déjà du recyclage? Bah ouais. Comment? Parce qu'on ne disait pas tout non plus. Enfin, donc c'est après. Oui. Enfin, c'est quand même très. C'est pas secret. Ça, c'est pas secret. Hein. Ça, c'était pas trop secret, mais c'était une méconnaissance, on va dire. Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et donc effectivement, c'est à partir de là qu'on peut définir toutes les utilisations, tous les usages ou les actions potentielles qu'on peut mener. Donc, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de ce tableau-là, mais effectivement, pour un certain nombre de cas, on peut avoir des recyclages process, on peut avoir des recyclages eau recyclée pour le prélavage. On peut avoir des contrôles de débordement, on peut faire du fonctionnement en cascade, on peut ajuster les débits, hein, on peut boucler pour les maintiens de température, on peut faire des récupérations énergétiques aussi, pas que de l'eau, hein, bien sûr. Sur la récupération énergétique, on oublie souvent ce point-là et ça peut être des fois très conséquent. Voilà, donc on a un certain nombre de solutions
pour tout type d'équipement, hein, les tours aéro-réfrigérantes, les productions de vapeur, les pompes à vide, etc. Pour tout type d'équipement, on peut être amené à proposer des solutions, ou en tout cas à identifier des solutions possibles. Ces solutions possibles, elles sont toujours réalisables, mais des fois, ça ne vaut pas le coup. Il faut quand même évaluer combien. Donc on arrive aussi à cette synthèse de plan d'action derrière, qui est de dire combien ça coûte. Combien ça coûte et combien de temps ça va me prendre pour rentabiliser mon affaire. Alors effectivement, si vous ciblez les plus gros, vous dire on va regarder les plus grosses économies possibles, 143 000 m3, c'est énorme, ROI 3,6 ans, ben, c'est pas mal. C'est presque le max en général dans l'investissement industriel, c'est déjà pas mal, mais bon. Après on va regarder celui-là, bon, on va dire ça c'est pas trop la peine, peut-être 160 ans de ROI, voilà, ça, hein, vu l'investissement que ça... Pour un investissement qui est rien, hein, c'est un cas, bon, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà, en fait ça permet, donc ce sont des estimations assez grossières quand même, hein, on évalue le coût de l'investissement, le coût du matériel, le coût de la main-d'œuvre et le coût de l'économie engendrée et du mètre cube. Donc il y a des choix qui peuvent être économiques, il y a des choses qui sont faciles à faire, d'autres moins, mais ça peut être aussi des choix stratégiques. Parce que le but, là, la finalité, c'est pas seulement économique, c'est pouvoir travailler demain. C'est-à-dire que si demain vous avez une nouvelle sécheresse et que le préfet il va dire voilà, vous réduisez de 40% demain votre truc, eh ben, on ne produit plus, quoi, on arrête. Hein. Donc, et aussi, voilà, c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut voir ça. Et là, bien sûr, là, un tableau avec les tailles des bulles, donc ça permet de cibler effectivement les plus gros centres d'intérêt pour là où il faut se concentrer en fait, hein, pour mettre son énergie et son argent pour gagner au maximum ces consommations d'eau. Ça arrive à des économies d'effluents. Là, c'était un exemple hein, sur une usine, mais on est presque à 500 000 m3. Donc ça peut être très très conséquent. Hein, suivant les usines, on peut arriver à des économies d'eau, hein, de consommation d'eau qui sont très importantes. Sachant qu'il y a un paramètre dont il faut tenir compte aussi, c'est qu'on ne peut pas tout recycler, parce qu'il faut aussi tenir compte d'où vient l'eau et où elle retourne normalement après. C'est-à-dire qu'on prélève dans la rivière, souvent. Hein. Et si on prélève trop et qu'on recycle trop, ben, la rivière, son niveau d'étiage, il va descendre. Et donc il y a aussi un niveau écologique en dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc il faut tenir compte aussi de cet aspect-là. On est obligé de renvoyer un certain volume, et on ne peut pas tout évaporer, quoi. Il y a le sujet de la charge polluante aussi. Et la charge polluante, bien entendu. Ouais, complètement. Parce que là, dans tous les projets qui commencent à se révéler, c'est quand même ça qui revient. Ouais. La charge polluante, et donc là, on parle beaucoup moins aujourd'hui de contamination microbio que chimique, notamment, et aussi, hein, donc la charge polluante, mais aussi quand on fait du recyclage, je sais pas moi, pour le traitement de fruits et légumes, de lavage de fruits et légumes, si on n'est pas sur du bio, on va recycler aussi des pesticides, on va recycler, etc. Donc c'est un peu comme les biofilms, hein, au bout d'un moment ça s'accumule sur les surfaces, donc jusqu'où on va, quoi. Donc c'est pas trivial. Hein. Tout à fait.